Parlons maintenant de certaines bonnes pratiques en matière de rédaction web. Donc, il importe d'avoir une bonne structure quand vous rédigez un texte. Et encore là, je ne vais pas répéter ce qui a été couvert dans les lectures obligatoires, mais on a deux exemples ici de structures, somme toute classiques en journalisme. Sur la gauche, la représentation visuelle de la pyramide inversée, et Pierre Sormani a certaines réticences face à cette approche, ou en tout cas face à l'utilisation de ce symbole du triangle inversé, de la pyramide inversée. Mais l'idée, grosso modo, est qu'on structure un texte en commençant avec les éléments les plus importants, ensuite le contexte et ensuite certains détails. Sur la droite, on a une structure en sablier, une structure que j'appelle également, moi, les appuis-livres. L'idée est qu'on ouvre avec quelque chose, on suit un peu la structure de la pyramide inversée. Ensuite, il y a un point tournant, un goulot d'étranglement, qui nous amène à une nouvelle approche, une nouvelle perspective, à un point tournant, et on continue en ouvrant vers une nouvelle direction. Souvent, lorsqu'on utilise la structure de droite en télévision, eh bien, on va ouvrir en mettant de l'avant, par exemple, une personne qui vit la situation et on va conclure avec cette même personne. Encore là, ce sont deux représentations visuelles qui se veulent très générales. Il y a d'autres structures narratives en journalisme dont on parlera dans les prochaines semaines, notamment ce que Pierre Sormani appelle la baleine. Voici quelques exemples de titres. Les titres sont importants, c'est l'une des premières choses que les gens vont voir sur Internet. Souvent, si on utilise une application comme Google News ou Apple News, on va voir le titre, la photo et peut-être un court résumé du sujet. Si vous visitez le site Internet de certains de vos médias préférés, vous aurez remarqué que souvent il va y avoir le titre, la photo, peut-être une courte description. Dans ce contexte, le titre est hyper important. On a quelques exemples ici de titres que je trouve intéressants. Le premier en haut à gauche, une formation qu'a du mordant pour les ambulanciers paramédicaux d'Ottawa. C'est un texte que j'ai écrit avec un collègue il y a quelques années et comme le titre le suggère, c'est un texte sur une formation pour les ambulanciers paramédicaux d'Ottawa qui a du mordant. Dans ce cas-ci, c'était une formation sur les premiers soins pour les chiens. Donc, le titre est original, il y a quand même des mots-clés importants, formation, ambulancier, paramédicaux, Ottawa, qui pourraient aider Google, par exemple, à bien indexer notre titre. Mais en voulant être original, on a utilisé qu'il y a du mordant plutôt que de dire une formation sur les premiers soins pour les chiens. Donc, on a fait un choix éditorial d'y aller avec l'originalité, mais il y a un coût à tout ça, c'est qu'on n'a pas dans le titre une mention explicite qu'il s'agit d'une formation sur les premiers soins pour les chiens. Donc, je ne dis pas que le titre est parfait ou qu'il n'est pas parfait, mais je veux simplement attirer votre attention sur ce calcul qu'on doit faire entre l'originalité et l'intelligibilité du titre, c'est-à-dire donc que les gens doivent pouvoir comprendre rapidement ce dont il est question. Ensuite, on a sur la droite en haut un titre qui est à la fois original, intriguant, mais qui résume somme toute l'histoire. Une femme de Sherbrooke promène un ami en laisse pour contrer le couvre-feu. Vous aurez probablement déjà entendu parler de cette histoire dans le contexte de la COVID. Ce texte a été publié sur le site Internet du Journal de Montréal. Ensuite, sur la gauche, un petit clin d'œil au monde de la science-fiction. First US Space Force Deployment to Land Not So Far Away in Qatar. C'est un texte de la British Broadcasting Corporation, la BBC, et c'est donc un texte sur la nouvelle force américaine, en fait le nouveau bras de l'armée américaine qui est celui de la Space Force. Petit clin d'œil à un film de science-fiction ici, Star Wars in a Galaxy Far Away. Dans ce cas-ci, on dit dans un pays, dans une contrée qui n'est pas si loin. Quatrième exemple, amende salée pour un pied pesant, un article publié par le journal Le Droit. C'est intriguant, on semble comprendre que quelqu'un a été intercepté à haute vitesse,
mais on n'en est pas certain. Donc, c'est un titre qui se veut original, mais encore là, peut-être une question de calcul à faire entre l'originalité du titre et la facilité pour les internautes de le trouver et de comprendre ce dont il est question. Un dindon sauvage fracasse sa fenêtre, son assureur se défile. C'est un titre gracieuseté de TVA. Ici en Outaouais, une femme il y a quelques années avait reçu la visite d'un dindon sauvage. C'est une histoire qui est passée à l'histoire à la télévision et on comprend ici avec ce titre ce dont il est question. Il y a un dindon sauvage qui a fracassé la fenêtre d'une propriété et la compagnie d'assurance semble vouloir se défiler. Ça dit tout et ça ne dit pas tout en même temps, donc je suis intrigué. Et côté référencement, si vous tapez dindon sauvage, fenêtre, assurance, dans Google, il y a fort à parier que vous trouverez cet article ou un article du genre. Ce qui veut dire que côté référencement, ces mots-clés vont nous aider. Dernier exemple, un feu vert qui clignote dans votre rétroviseur, c'est un pompier volontaire qui veut dépasser. Un autre texte de Radio-Canada, c'est un texte sur un projet pilote qui a été lancé il y a quelques années en Outaouais pour permettre aux pompiers volontaires d'utiliser un feu vert clignotant sur leur véhicule personnel en cas d'appel d'urgence. Donc, avec ce feu vert clignotant, les pompiers ne peuvent pas dépasser les limites de vitesse en tant que telles, mais le feu vert clignotant indique aux autres automobilistes qu'ils devraient laisser le passage, céder le passage à un pompier volontaire qui se dirige vers les lieux d'un incendie ou d'un accident. Le titre est accrocheur, intéressant, il donne de l'information et c'est un texte qui est encore à ce jour hyper populaire sur la page de Radio-Canada. De temps à autre, le texte va revenir à l'avant-plan parce que, par exemple, une page Facebook va le partager. Petite citation que j'aime bien sur l'importance des titres, c'est tiré du guide de rédaction de la presse canadienne et cette citation nous dit que les titres sont les armes secrètes des rédacteurs. Un bon titre doit être précis, vivant et concis pour attirer l'attention des lecteurs en leur laissant savoir ce dont il s'agit et en les incitant à en connaître davantage. Donc gardez ça en tête. Le titre, oui, peut être original, mais il doit d'abord et avant tout être précis, vivant, concis et, comme on en a déjà parlé, il doit être également factuel. Parlons maintenant d'un autre élément important de tout bon texte web, l'amorce, le lead. J'ai sélectionné 4 exemples pour vous. Le premier en haut à droite, le maire de Castleman, Conrad Lamadeleine, est toujours en crise et est un petit moineau enragé, peut-on lire dans des micro-billets publiés sur les médias sociaux par l'Ombudsman de l'Ontario. Donc ici, on a une amorce qui est peut-être à la limite du bon goût. On en a discuté à l'interne, c'est un texte de Radio-Canada, vous l'aurez peut-être deviné de par mes explications. Et la question s'est posée à savoir, est-ce que est toujours en crise, même entre guillemets, c'est approprié sur le site Internet de Radio-Canada. Un petit moineau enragé, en faisant explicitement référence au maire Conrad Lamadeleine. Nous nous sommes dit que dans le contexte, ça passait, puisque ce n'était pas des insultes gratuites de monsieur, madame, tout le monde sur les médias sociaux. On parle vraiment d'insultes qui étaient lancées par l'Ombudsman de l'Ontario à l'époque sur Twitter. Donc ça choque un peu, ça accroche comme amorce, mais c'était approprié dans le contexte. Le second exemple, Gao Mali, on a un bon exemple ici de ce dont je parlais un petit peu plus tôt, de l'indicatif du locatif, l'indication de locatif, donc Gao Mali. C'est un texte qui a été publié dans la presse par une ancienne de l'Université d'Ottawa, Yasmine Mehdi, qui s'est rendue au Mali, et son amorce est vraiment une amorce qui met la table, qui décrit une scène. Vue des airs, la ville de Gao semble paisible. À 762 mètres au-dessus du niveau de la mer, à bord d'un hélicoptère NH-90, on ne voit ni les engins explosifs improvisés ni l'ennemi qui attend de frapper, seulement l'insondable désert et la poignée de pêcheurs au bord du fleuve Niger. Donc elle décrit la scène avant d'entrer dans le vif du sujet, comme on l'a vu dans le métier de journaliste. Décrire une scène peut vraiment nous permettre de mettre la table pour le reste du texte.
Autre exemple, qui est un texte que j'ai moi-même écrit, publicité à la télévision, vidéo interactive en ligne et bannière sur Facebook. Tourisme Outaouais met les bouchées doubles pour accentuer son virage numérique et pour attirer les visiteurs dans la région cet été. C'est un texte, une amorce qui commence avec une description. On aurait pu y aller avec une amorce beaucoup plus directe. Tourisme Outaouais veut attirer davantage de touristes dans la région cet été et lance donc une campagne à leur intention. Ce serait très direct, je dirais peut-être un peu trop plate. Dans ce cas-ci, j'y suis allé d'une énumération de différentes stratégies publicitaires que Tourisme Outaouais comptait utiliser. Et un dernier exemple qui est tiré du même texte de la BBC que dans les exemples sur les titres. With one small step for man and one giant leap for mankind, U.S. Space Force troops have now boldly gone where many American soldiers have gone before. Donc, une référence à Neil Armstrong lorsqu'il a fait ses premiers pas sur la Lune, et ensuite une référence à Star Trek, le monologue d'ouverture de Star Trek qui dit que bon, nous allons aller là où aucun autre homme est allé avant nous. Donc, 3 références différentes ici dans le titre. On avait, si je ne m'abuse, une référence aux Galaxies Far Far Away dans Star Wars. On a ensuite une référence à Neil Armstrong ici et une référence à Star Trek. Donc, on doit faire attention pour ne pas tomber non plus dans les clichés, mais je crois que dans le contexte actuel, dans ce contexte, le texte de la BBC fonctionne. Et petite note, vous pouvez télécharger, comme lors de la précédente vidéo, la présentation PowerPoint et les différentes amorces que vous voyez, de même que les différents titres, sont cliquables. Ces captures d'écran sont liées à des liens hypertextes, donc si vous voulez lire les articles au complet, vous pouvez le faire. L'amorce d'un texte, c'est aussi sa vitrine, ce qui fait que l'on aura envie ou non d'en poursuivre la lecture, nous dit Pierre Sormani, une citation que je trouvais intéressante. Parlons justement des citations. Quelques bonnes pratiques que l'on doit garder en tête selon le guide de la presse canadienne sont les suivantes. On peut corriger le français à l'intérieur d'une citation. Et là, je dis bien corriger, donc ne réécrivez pas la citation en vos propres mots, mais si par exemple quelqu'un fait une erreur de français assez flagrante, ils sontaient, si j'aurais, vous pouvez apporter le correctif. On traduit également les citations de l'anglais vers le français et de toute autre langue vers le français. Il vaut mieux quand même paraphraser lorsqu'on n'a pas le verbatim d'une citation. Donc, si vous écoutez le maire en point de presse et que pour une raison quelconque, vous n'avez pas votre enregistreur avec vous ou qu'il y a quelques mots qui sont inaudibles, mieux vaut paraphraser et écrire « Le maire a laissé entendre que » ou « a affirmé que » et de paraphraser dans vos propres mots plutôt que de tenter de réécrire la citation et de faire une erreur. Puisqu'il faut donc donner le mot à mot. Si le maire a dit « Le ciel est gris aujourd'hui », il n'a pas dit « Le ciel est tumultueux ». Assurez-vous de vraiment y aller avec ce que l'intervenant a dit. Si un intervenant fait un mauvais choix de mots, vérifiez avec lui. Donc, je ne dis pas ici que vous devez faire approuver les citations par vos intervenants, loin de là, mais si, vous interviewez, je ne sais pas, le maire d'Ottawa pour qui le français est une deuxième langue et qu'il utilise un mot dont et vous avez un doute, vous pensez que ce n'est pas exactement ce qu'il a voulu dire, posez-lui la question pour vérifier. N'y allez pas selon ce que vous avez compris, assurez-vous que la personne a bel et bien dit ce qu'elle voulait dire. Et il faut également mettre les citations dans leur contexte. Si quelqu'un, par exemple, vous dit « On devrait tous les mettre à la porte » et qu'il fait un sourire en disant ça, il y a peut-être une pointe d'ironie, alors que s'il dit « C'est inacceptable, on doit vraiment tous les mettre à la porte ». Le contexte n'est pas le même. Donc, vous pourriez, par exemple, dans le premier cas, dire ou écrire « A-t-il dit
un sourire en coin, donc pour mettre un petit peu de contexte autour de la citation. Quand on parle de contexte, il est aussi important de préciser comment vous avez eu la citation. Si un intervenant, un invité, vous répond par courriel, ce qui est loin d'être la méthode privilégiée, on veut toujours tenter d'avoir des entrevues réelles, donc soit au téléphone, en personne, par visioconférence, mais si la personne vous répond par courriel, eh bien soyez clair, donnez le contexte à vos lecteurs en écrivant « a-t-il affirmé par courriel ». Si vous tirez une citation d'un communiqué, encore là, soyez transparent et écrivez « a-t-il fait savoir par voie de communiqué ». Donc, le contexte des citations importe également. Je veux parler brièvement de la façon de mettre en page une citation. On a un premier exemple ici, et donc je vais la lire avec la ponctuation. Guillemets d'ouverture. Nous allons faire de notre mieux pour obtenir des vaccins, virgule, a affirmé le premier ministre Justin Trudeau en point de presse. Point. Mais il faut se rappeler que tous les pays essaient d'en acheter en même temps. Point, guillemets de fermeture. Donc ici, en gras, on a l'attribution de la citation, l'incise narrative, qui se lit comme suit, a affirmé le premier ministre Justin Trudeau en point de presse. C'est une approche de l'inclusion de l'incise narrative, de l'attribution à l'intérieur d'une citation qui est assez répandue en français. Contrairement au prochain modèle qui est tiré de l'anglais, où là, l'incise narrative ou l'attribution est à l'extérieur des guillemets. Mais je vous dirais que c'est de plus en plus répandu à Radio-Canada. C'est une approche qui est assez répandue. J'ai constaté que certains articles dans la presse utilisent cette approche et c'est vraiment celle que je préconise et que je vous recommande. Et la raison est bien simple, c'est qu'il n'y a pas de doute à ce moment-là à savoir est-ce que c'est l'invité qui parle ou est-ce que c'est le journaliste qui apporte des précisions ou de l'information. Donc, je vais lire cette citation. Guillemets d'ouverture, nous allons faire de notre mieux pour obtenir des vaccins, guillemets de fermeture, virgule, a affirmé le premier ministre Justin Trudeau en point de presse, point, guillemets d'ouverture, mais il faut se rappeler que tous les pays essaient d'en acheter en même temps, point, guillemets de fermeture. Donc on voit ici que l'incise narrative, l'attribution de la citation, a affirmé le premier ministre Justin Trudeau en point de presse, et à l'extérieur de la citation, donc il n'y a pas de risque de confusion de ce côté. Rappelez-vous qu'il est important de répondre aux questions importantes dans votre texte, les fameux 5 W et le how en anglais, donc qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi et combien. Le combien, je l'ajoute, mais on peut se demander combien est-ce que ce projet-là a coûté, combien de personnes y avait-il, donc rappelez-vous vraiment des 5 W. Dans la même veine, les 5 sens. Faites appel au sens de vos lecteurs, de vos auditeurs, de vos téléspectateurs, dépendamment de la plateforme sur laquelle vous travaillez, et tentez de mettre de l'avant l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat, le goût. Évidemment, il faut y aller avec parcimonie, encore là, pour ne pas tomber dans les clichés. Nul besoin de toujours écrire « a-t-il affirmé » en prenant une gorgée de son café dont l'arôme était perceptible à une certaine distance. Bon, là, j'exagère un petit peu, mais à peine. Donc, assurez-vous que ça soit pertinent. Mais si vous nous parlez d'une nouvelle pièce de théâtre, eh bien, vous pouvez peut-être décrire les décors, décrire l'accompagnement musical, le cas échéant. Si vous nous parlez d'un nouveau restaurant ou d'une nouvelle recette, parlez-nous de ce que l'on peut goûter. Si vous nous parlez d'une exposition de mode où il est possible de toucher différents tissus, décrivez la texture de ces tissus. Donc, sans tomber dans les clichés, il importe de vraiment utiliser les 5 sens pour créer des scènes. Parlons maintenant des voix. La voix active, la voix passive et la voix pronominale sont les 3 voix narratives en français. Généralement, on va miser beaucoup sur la voix active en journalisme. Il arrive à l'occasion qu'on utilise également la voix passive et la voix pronominale, mais de façon générale, on devrait miser sur la voix active. Et j'ai quelques exemples pour vous qui sont tirés de la banque de dépannage linguistique de l'OQLF et le lien est au bas de l'écran et également, donc, le lien est cliquable si vous téléchargez cette présentation PowerPoint. Donc, 3 exemples de voix actives. Christiane surveille tout ce que ses enfants font. Gaston ne mange que des produits biologiques et avec mes nouveaux skis, je tombe sans arrêt.
La phrase active ici, la phrase avec la voix active, est donc une phrase dans laquelle le sujet fait une action, alors que dans la voix passive, le sujet subit une action. Marie sera acceptée facilement dans ce programme. Par qui sera-t-elle acceptée? Probablement par la direction du programme, mais Marie subit l'action. Même chose avec la prochaine phrase. Il a été congédié sans aucune explication. Il a été congédié par quelqu'un, donc il a subi l'action. Mon chien a été heurté par un chauffard. Mon chien a donc subi cette action. Finalement, la voix pronominale est une voix qui fait en sorte que le sujet s'impose l'action ou subit sa propre action en quelque sorte. Je me réjouis de cette bonne nouvelle. Tu te lamentes pour rien. Il se blesse souvent en taillant ses rosiers. Donc, gardez ces 3 voix narratives en tête, mais misez de façon générale sur la voix active en journalisme. Quoique des fois, on va sciemment utiliser par exemple la voix passive si quelqu'un a été poignardé et qu'on ne sait toujours pas qui l'a poignardé. On en sait très peu sur les circonstances de l'événement. On peut dire un homme a été poignardé dans le marché Bail. Et là, lorsque les policiers arrêteront quelqu'un, on pourra dire les policiers ont arrêté un homme en lien avec une attaque à l'arme blanche dans le marché Bail. Donc, des fois, la voix passive peut être très utile lorsque, par exemple, on a peu d'informations sur un événement. En terminant, rappelez-vous également les points de vue narratifs. Il y a la première personne, la seconde personne et la troisième personne. Ce qu'on entend par là, c'est à la première personne, vous, comme auteur, racontez l'histoire de votre point de vue. Les chroniqueurs le font assez fréquemment. On peut le faire également dans les magazines. Donc, à ce moment-là, vous allez vous inclure un petit peu dans la trame narrative. La seconde personne, c'est comme dans un livre dont vous êtes le héros. Vous écrivez l'histoire en utilisant le tu ou le vous. C'est un peu plus rare en journalisme, quoique c'est populaire à la radio, par exemple. Vous allez, comme animateur, vous adresser directement à votre public et demander au public, par exemple, est-ce qu'il vous est déjà arrivé telle situation? Et là, après ça, vous allez peut-être passer à une autre voix ou à un autre point de vue narratif pour poursuivre votre histoire, mais vous allez interpeller directement le lecteur. On peut le faire même à l'écrit. Des fois, voici 10 choses que vous devez savoir sur le coronavirus. Et on va inclure le point de vue du lecteur dans notre trame narrative. La troisième personne, c'est celle qu'on utilise peut-être le plus souvent, c'est-à-dire de décrire la scène comme observateur externe et on décrit ce que les acteurs, les intervenants font et disent.